Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne en ce vendredi 14 juillet et bon appétit si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je vous parle de Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, je l'attendais énormément, un des films que j'attendais le plus de l'année. Je savais que je ne serais pas déçu, comme toujours avec Tom Cruise. C'est mon acteur préféré de tous les temps, pour moi c'est indiscutablement le meilleur d'entre les meilleurs, celui à qui rien n'est impossible. Et encore une fois, il le prouve avec ce film-là. A-t-il encore besoin de le prouver, j'ai envie de dire. Pour moi, il n'a plus rien à prouver. Et vous savez, c'est un acteur, les Oscars ne sont pas à la hauteur de son talent. Même si on lui donnait un Oscar, ça change rien. Les Oscars méritent-ils Tom Cruise? Je ne crois pas. Je crois que n'importe quelle récompense n'est pas à la hauteur du talent de Tom Cruise. Mais bref, vous voyez, je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Je vais essayer de vous faire une vidéo qui soit pas plus de un quart d'heure, 20 minutes, parce que je sais que les gens ont du mal à regarder les vidéos très longues. Je vais vous faire une première partie sans spoilers et une deuxième petite partie avec spoiler vers la fin de la vidéo. Vous inquiétez pas, je vous avertirai bien avant pour que vous puissiez quitter la vidéo si vous n'avez pas vu le film. Je vais vous dire les points positifs parce que pour moi il n'y a absolument rien de négatif, mais vraiment zéro. Pour moi c'est du 100% positif, hein. Vraiment c'est 20 sur 20. Je ne peux pas dire mieux que ça, 5 étoiles, 20 sur 20. Une critique, de par sa nature, n'est pas objective, mais quand il s'agit de Tom Cruise, je le suis encore moins. Voilà, Tom Cruise, je n'ai qu'admiration débordante pour cet acteur qui est tellement inspirant. Je commencerai par le premier constat dans cette partie sans spoilers, c'est qu'il a beau avoir 61 ans, il en fait 22 moins, et je pense qu'à un moment donné, quelque part, l'âge a dû se bloquer. Le temps a dû se dire, on est face à Tom Cruise, on va respecter, on va s'arrêter, on va pas faire vieillir Tom Cruise parce que c'est le meilleur acteur de la planète Terre. Donc le temps a dû reculer et le mec il est resté bloqué aux alentours de 35-40 ans parce que non seulement il fait toujours aussi jeune de film en film, mais il fait des cascades que très peu, voire presque aucun acteur de 20, 25, 30 ans ne pourrait faire. Et il y a même certaines cascades où des cascadeurs professionnels ont du mal à suivre. C'est dire le niveau d'investissement, le niveau de professionnalisme du mec. C'est-à-dire que lui, c'est un vrai acteur au sens du terme. C'est pas un acteur qui va chouiner sur les plateaux de télé, sur Internet et dans les magazines en nous parlant d'inclusivité, de tout ce que vous voulez, qui va être connu pour son féminisme ou toutes ces espèces de militantisme à deux balles. Non. Le mec, c'est un pro. Il vient sur le tournage. Il se donne à fond, mais à fond. Il met sa vie en jeu. Alors, je dis pas que tout le monde doit faire ça, parce que quelque part, il y a quand même une part de danger. C'est-à-dire que le mec, il joue un petit peu à la roulette russe quand même avec sa vie. Mais une roulette russe le plus contrôlée possible. Sachant qu'il y a toujours une part d'inconnu et voilà, on peut pas contrôler toujours tout. Pour l'instant, il s'en est sorti vivant et j'espère qu'il s'en sortira toujours vivant et qu'il repoussera toujours les limites. Mais le mec remet sa vie littéralement en jeu à chaque film. Donc très peu, voire aucun n'arrive à suivre. Et pour ça, j'ai envie de dire que quand il nous dit en promotion qu'il a envie de faire des missions impossibles jusqu'à 80 ans, moi je pense que j'irai le voir jusqu'à 90 ans au cinéma en fait. Quoi que ce soit qu'il propose en termes de cascade, même s'il y a Mission Impossible 30 ou Mission Impossible 50, j'irai quand même le voir. Je pense pas qu'on arrivera jusqu'à là, mais je ne suis jamais déçu et je ne me lasse pas de cette saga qui pour moi a dépassé et qui a dépassé de loin les James Bond, même si j'ai adoré tout l'arc avec Daniel Craig. Et vous savez que d'ailleurs je l'ai dit dans plusieurs vidéos, j'arrête les James Bond, la prochaine itération, le prochain reboot, ça se fera sans moi, j'irai pas le voir au cinéma, ça ne m'intéresse plus. Aujourd'hui, pour moi, Ethan Hunt est plus un James Bond que James Bond lui-même. Donc, Tom Cruise, c'est un vrai pro, en fait. Quand tu viens sur le tournage, tu vois Tom Cruise en action, il n'exige pas plus des autres ce qu'il est capable de faire lui-même. Et il inspire ses partenaires à l'écran, ça se voit chez Hayley Atwell, ça se voit chez Rebecca Ferguson, et ça se voit chez tous les autres. C'est un vrai pro, tout simplement. Et même Christopher McQuarrie, le réalisateur du film, est impressionné par Tom Cruise. Faut savoir que Tom Cruise, même s'il n'est pas le réalisateur, quelque part, il est aussi le réalisateur. Hein, parce que c'est lui qui dit à Christopher McQuarrie, je veux que tu filmes ceci, cela, je veux faire telle et telle cascade, telle et telle scène. Donc,
il est l'acteur au centre, il en est le producteur, il en est aussi à la fois un peu le scénariste, parce que c'est lui qui donne aussi des indications sur le scénario, sur ce qu'il aimerait voir, mais il est aussi le réalisateur, et même s'il n'est pas derrière la caméra à chaque fois, c'est Christopher McQuarrie, Tom Cruise, c'est quand même lui qui dit ce qu'il veut qu'on fasse ou pas. Et d'ailleurs, c'est lui qui pousse un coup de gueule pendant le Covid lorsque y a des gens qui mettent pas leur masque anti-Covid parce que le film a été tourné en pleine période de Covid. Et on se souvient de cette vidéo où il avait soufflé dans les bronches de gens qui prenaient pas les normes sanitaires au sérieux. Après, on en pense ce qu'on en veut, mais voilà, le mec, il est pas là pour plaisanter, il est pas là pour raconter sa vie, il est pas là pour raconter tout ce que racontent des acteurs à Hollywood dont on se fout éperdument. C'est un vrai pro, et c'est un pro qui ne vieillit pas et qui pourra nous faire des films jusqu'à 90 ans, et je pense que à 80 ans, il en paraîtra 55. En tout cas, quand tu vois Harrison Ford et que tu vois Tom Cruise, même si j'aime pas les comparer parce que c'est toujours à la défaveur de n'importe quel autre acteur et que Harrison Ford est un très grand acteur, ben oui, ça fait de la peine sur Indiana Jones parce que tu sens que le mec, il a des prothèses de hanches, tu sens que le mec, il est quand même un petit peu faible physiquement. Et quand tu vois Tom Cruise sur Mission Impossible, Dead Reckoning partie 1, certes, il a que 60 ans et il est plus jeune, mais voilà, le mec je vous dis, à 80 ans, il en paraîtra encore 20 de moins et il sera capable de faire des scènes d'action de fou. Alors le deuxième gros point positif, est-ce qu'il va être remplacé? Je ne pense pas. Je pense que Tom Cruise, il n'y en a qu'un seul. Et que quand il partira de la franchise Mission Impossible, quand cette franchise s'arrêtera, elle s'arrêtera définitivement. Peut-être on aura des spin-offs, mais je pense plus qu'on aura d'épisodes, on va dire, officiels qui s'inscrivent dans la continuité scénaristique avec toujours la même équipe, mais sans Tom Cruise. Je vois pas comment cette franchise pourrait survivre sans lui, parce que cette franchise, c'est lui, tout simplement. C'est comme si on faisait un Top Gun sans Tom Cruise, ça n'a aucun intérêt. Donc à tous ceux qui pensent que Hayley Atwell est dans le film pour prendre la relève petit à petit, je ne pense vraiment pas. Ceci dit, c'est pas impossible que Hayley Atwell ait des films en spin-off. Ça, c'est totalement possible. Je rentrerai pas plus dans le détail. Et ça, ce sera pour la partie avec spoilers. L'autre grosse partie, l'autre gros point fort, c'est l'émotion du film. Là, je peux pas trop rentrer dans le spoiler. L'émotion du film, on sent une réelle alchimie entre Tom Cruise et tous ses partenaires à l'écran, que ce soit masculin ou féminin, notamment féminin. Il y a des personnages qui sont très touchants. C'est vraiment le Mission Impossible où il y a le plus d'émotions. Rebecca Ferguson est formidable. J'ai tellement hâte de voir la série Silo. Je suis en retard. Je sais qu'il y a énormément de monde qui l'a vu et qu'on m'en a dit du bien sans arrêt. C'est la prochaine série que je regarde. Là, je termine From. Nous sommes vendredi 14. Il y a eu le dernier épisode qui est sorti sur Paramount Plus aujourd'hui. Je termine From saison 2. Et j'enchaîne avec Silo saison 1. Et ensuite Mayor of Kingstown saison 2. Et je sais que je vais me régaler parce que Rebecca Ferguson, c'est une actrice que, moi, elle me fascine. Moi, véritablement, je sais pas, elle me subjugue. Cette actrice me subjugue. Il y a quelque chose de très doux et en même temps de froid chez cette actrice. Et elle est fascinante. Elle est fascinante. Hayley Atwell aussi, bien évidemment. Et donc, c'est un autre point positif, c'est les personnages féminins qui sont tellement bien développés dans ce film. Ça a du cœur, ça a de la générosité, de l'émotion. Et après Doctor Strange 2, où je le dis, oui, je sais que cette opinion n'est pas forcément très répandue chez les fans de Marvel, mais Doctor Strange 2, que je trouve ultra surcoté, qui avait bien commencé, mais qui finit comme une vaste blague dans sa deuxième partie du film, avec justement Captain Carter, joué par Hayley Atwell, donc Peggy sur une des terres parallèles, qui a un rôle mais ridicule. Elle avait tellement de potentiel et pour finir comme elle finit avec le peu d'importance qu'elle a, Hayley Atwell a déclaré très récemment là ces jours-ci que c'était une grosse frustration pour elle Doctor Strange 2 parce qu'en fait quelque part ils l'ont fait venir presque pour rien dans le film et quand on voit comment elle a plus d'action de scène que dans tout le MCU. Alors attention, elle était excellente en Peggy Carter sur tous les Captain America. Mais clairement, dans Doctor Strange 2,
elle avait un charisme de fou et pour faire ce qu'ils en ont fait, c'était pathétique. Et là, Hayley Atwell est formidable. Elle est formidable. Si vous n'aviez jamais vu, mais forcément vous l'avez vu parce que tout le monde connaît le MCU, mais si vous doutiez des capacités, du charisme de Hayley Atwell pour porter un rôle d'action sur ses épaules, elle est formidable. Bon, les cascades, j'ai pas besoin de rentrer dans le détail. Alors, petit clin d'œil à Fast and Furious 10. C'est tourné à Rome aussi en partie. Alors, c'est tourné à Abu Dhabi, à Venise. Je crois que ça a été tourné en Norvège. Et ils nous ont dit que c'était dans les Alpes. Enfin, dans le film, on nous dit que c'est les Alpes, mais je crois que ça a été tourné en Norvège. Et c'est tourné aussi à Rome. Rome, dont dans Fast and Furious 10, on avait l'espèce de scène de destruction massive avec la grosse bombe à neutrons, pas très loin du Vatican, je crois. Donc on reconnaît certains décors, ils ont dû passer au même décor que sur Fast and Furious 10. Bon, c'est très sympathique, c'est deux gros blockbusters. Je vais pas comparer avec Fast and Furious 10 parce que c'est pas du tout la même chose. Fast and Furious 10, quelque part, ça relève plus de la comédie parce que ça défie la gravité, y a aucune crédibilité dans les cascades. Là, toutes les cascades sont crédibles parce qu'on sait que Tom Cruise les a fait. Alors, c'est pas à la défaveur de Fast and Furious 10. Fast and Furious 10, c'est juste pas le même divertissement, c'est pas les mêmes intentions. Et moi, j'adore les deux styles de films. Mais force est de constater que Mission Impossible, c'est au-dessus de tout. Donc voilà, tout ce qui est cascade, paysage, décor, naturel, très peu, voire pas de fond vert du tout. Mais ça, c'est Tom Cruise. C'est Tom Cruise qui tient à ce que il y ait le moins, voire aucun effet spécial du tout, sauf pour effacer un câble voilà, ou un filin accroché à la moto ou ce genre de choses. Mais des petits trucs normaux, quoi, de post-prod. Sinon, tout est palpable, tout a de la chair, tout est vivant, tout est, ouais, c'est du concret, voilà, c'est du physique. Donc, à ce niveau-là, il y a absolument rien à redire. Et les deux derniers points, la durée, avant de passer à la partie spoilers, la durée et le scénario et le reste du casting. La durée, 2h43, si ça vous fait peur, si vous vous dites, oh là, c'est presque 3 heures, sachez que je n'ai pas vu passer le temps du tout. Et je pensais qu'on en était à peu près à 2 heures de film quand on est arrivé vers la fin du film. Quand j'ai compris qu'on arrivait vers la fin du film, je me suis dit, j'aurais aimé que ça dure 30 minutes de plus, facile. Voilà, on en était déjà à presque 2h45. J'ai vraiment pas vu passer le temps. Et quant au reste du casting, en dehors donc de Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell et les éternels Ving Rhames et Simon Pegg, ben on a Esse Morales et Pom Klementieff. Esse Morales qui est un excellent acteur ultra charismatique. Et je suis content qu'il l'ait mis dans ce film parce que ça va lui donner une espèce de visibilité mondiale. Peut-être qu'on va la voir maintenant dans d'autres gros films. Esse Morales, moi je l'avais découvert dans Bad Boys 1 à l'époque, mais plus récemment, il y a maintenant presque 10 ans en arrière, dans l'excellente série que je ne saurais que trop vous recommander et que j'aborderai dans les prochains mois sur la chaîne, From Dusk Till Dawn, Une nuit en enfer, la série de Robert Rodriguez, l'adaptation du film de Robert Rodriguez scénarisé par Quentin Tarantino, Une nuit en enfer, qui avait eu une série donc en 3 saisons, et lui, il arrivait dans la saison 2, il faisait un des seigneurs de la nuit, c'était mythologie aztèque, c'était vraiment le film, mais creusé tout le lore du film, et il arrivait avec son charisme de ouf, et là, il est ultra charismatique, athlétique aussi. Et c'est Morales, c'est un excellent choix. En plus, moi, j'adore les acteurs, tout ce qui est mexicain, latino. Moi, je trouve que voilà, je préférerais les voir un petit peu plus et qu'on nous casse un petit peu moins les burnes avec l'inclusivité Black Lives Matter et qu'on mette un petit peu plus en avant les Mexicains parce que c'est bien hein, de mettre les acteurs afro-américains en avant, mais on oublie qu'il y a énormément d'acteurs mexicains et latinos qui sont excellents aussi, même si lui, je crois qu'il est né aux États-Unis. Mais voilà. Donc, Esse Morales est excellent. Et notre petite Pom Klementieff nationale, Mantis, dans Les Gardiens de la Galaxie. Mantis, qui est mon perso féminin préféré. Pom Klementieff, qu'on avait vu dans Les Kaira de Frank Gastambide. Pom Klementieff, ici, est excellente dans le film. Très touchante, elle aussi. À première vue, c'est une tueuse sans pitié.
elle se révèle beaucoup plus, elle a plus de profondeur qu'on imagine au départ du film. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est une partie sans spoilers, mais Pomme Clémentieff est vraiment excellente. Puis elle a toujours ce côté, elle a quelque chose un petit peu d'enfantin et même quand elle joue les tueuses, elle est attachante. Donc rien à redire sur l'acting. Quant au scénario, le scénario est très habile. Je vais m'en tenir au synopsis pour rien vous spoiler. On va parler d'intelligence artificielle. Ici, on va pas parler de nucléaire parce que le nucléaire, c'est en général la menace ultime dans tous les films, c'est le nucléaire. Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où l'intelligence artificielle est plus dangereuse parce que l'intelligence artificielle, si elle a accès au nucléaire et si elle devient autonome, elle est bien plus dangereuse que n'importe quel être humain sur Terre. Donc, on a un scénario en forme de Terminator 2 avec Skynet, sauf que ici, on a une intelligence artificielle, donc il joue un petit peu le rôle de Skynet, qui est élevée quasiment au rang divin, presque. Euh, il la surnomme l'entité, et c'est une intelligence artificielle qui devient autonome et qui prend le pouvoir, en tout cas qui essaye de prendre le pouvoir sur tous les gouvernements du monde entier. Et donc vous avez tous les gouvernements, toutes les agences d'espionnage du monde entier qui vont vouloir essayer de mettre la main sur cette intelligence artificielle. Et c'est un pouvoir qui dépasse, voilà, c'est un pouvoir qui équivaudrait quasi divin, quoi. Si tu mets la main sur cette intelligence artificielle, tu peux remodeler le monde à ta façon, tu peux tout prévoir parce que tu peux tout anticiper, tu décides de ce qui est vrai, de ce qui est faux, et le scénario est très habile. Il y a de la profondeur et il y a un réel danger. Il y a un réel sentiment de danger de se dire euh, c'est imprévisible. On ne sait pas ce qui peut arriver au personnage, sauf pour Tom Cruise, dont forcément on sait qu'il sera dans la deuxième partie. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver à n'importe quel des personnages du début jusqu'à la fin du film. Cette intelligence artificielle a 10 coups d'avance sur tout le monde, elle est redoutable et c'est pas juste une machine à désactiver. C'est vraiment une partie d'échec et au niveau partie d'échec, c'est la stratégie est redoutable avec Esse Morales, qui est un personnage issu du passé trouble de Ethan Hunt avant qu'il intègre le programme Mission Impossible. Donc on va en apprendre un petit peu plus aussi sur le passé obscur de Tom Cruise, de Ethan Hunt. Donc tout ça est très très bien géré. J'ai absolument rien à redire. C'est excellent à tous les niveaux. Je vais m'arrêter là pour la partie sans spoilers. Une très courte partie avec spoilers. Donc, si vous vous arrêtez là, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et c'est parti pour la partie spoilers dans 5, 4, 3, 2, 1. Partie spoilers. Alors, est-ce qu'il y a des morts? Oui. Et je m'en doutais. Je m'en doutais dès le début du film parce que entre les deux, il y a tellement d'alchimie entre Tom Cruise et Rebecca Ferguson. Euh, on sent que les deux s'aiment énormément. Ils se l'avouent pas forcément, mais on sent que c'est la femme de sa vie. Voilà, elle est son alter ego et elle est prête à tout pour Tom Cruise et elle va se sacrifier. Elle va être tuée par Esse Morales qui fait le rôle de Gabriel. Gabriel, ce personnage issu du passé de Ethan Hunt qui a déjà tué une femme qui comptait beaucoup. Alors, est-ce que c'était une agent? Est-ce que c'était la mère de Ethan Hunt? Est-ce que c'était sa toute première femme? On ne sait pas vraiment. On sait qu'il avait tué une femme qui comptait beaucoup pour Tom Cruise, qui était morte dans les bars de Tom Cruise. Et là, c'est la même chose pour Ilsa Faust, Rebecca Ferguson, qui va se sacrifier pour sauver Grace, jouée par Hayley Atwell, parce qu'à un moment donné, il va falloir que Ethan Hunt fasse un choix. Il y en a qu'une des deux qui survivra, soit Hayley Atwell, soit Rebecca Ferguson. Lui refuse de faire ce choix. Et au final, la situation va faire que Rebecca Ferguson va tout faire pour empêcher Esse Morales de tuer Hayley Atwell, les personnages. Ilsa Faust va tout faire pour empêcher Gabriel de tuer Grace. Et c'est elle qui va prendre un coup de couteau dans le cœur, de la même manière que
cette femme Tom Cruise, auquel Ethan Hunt était attaché avant son entrée à Mission Impossible. Son passé nous est rappelé à travers le personnage de Kittredge, joué par Henry Czerny, qui jouait dans le tout premier Mission Impossible et qui revient ici. C'est excellent d'avoir fait revenir. Hayley Atwell qui intègre Mission Impossible. Tom Cruise et Ethan Hunt lui donnent le choix. Elle, c'est une voleuse, pickpocket de génie, mais elle n'a pas d'attache et elle n'a pas vraiment de vie. Et elle va se sentir redevable par rapport à Ilsa Faust qui s'est sacrifiée pour lui sauver la vie. Elle va se sentir redevable et elle va dire comment vous aider. Et c'est là où elle va avoir énormément de scènes d'action. Elle va se faire passer pour Vanessa Kirby qui revient dans le rôle de Alana Mitsopu, je sais plus, un nom grec. Donc il va y avoir les masques, utilisation du masque, ça revient. Ça c'est génial, j'adore quand ils utilisent les masques. Parce que là on sent vraiment le Mission Impossible, la série. Donc elle va avoir un vrai rôle tout en tension, tout en imprévisibilité, il y a du suspense. Et vraiment, elle fait une confiance totale à Tom Cruise. Elle va à l'aveugle, elle fait une confiance totale à Tom Cruise. Tom Cruise qui, voilà, il s'en veut parce que il avait promis à Ilsa Faust qu'elle aurait la vie sauve, qu'il la protégerait, et il n'a pas réussi. Donc lui, il s'en veut un petit peu. Il n'ose pas faire une promesse à Grace pour la sauver, mais malgré tout, il arrive au bon moment à chaque fois pour la sauver. On sent que vraiment Hayley Atwell, son personnage, le personnage de Grace, a une admiration et une reconnaissance débordante pour Ethan Hunt, et il va l'encourager fortement à se faire recruter par Kittredge, donc qui est à la tête du programme Mission Impossible. C'est comme ça que finit la partie 1. Tom Cruise avec son équipe d'un côté qui ont récupéré la clé pour avoir accès à cette intelligence artificielle qui se trouve au fond de la mer dans un sous-marin russe. Donc lui, il est parti pour retrouver cette intelligence artificielle et contrecarrer les plans de Gabriel et de celui qui veut s'emparer de cette intelligence artificielle. Quant à elle, elle va du côté de la CIA, des services secrets américains, pour intégrer la force Mission Impossible. Bien évidemment, elle sera dans la partie 2, comme tout le reste du casting, sauf Rebecca Ferguson. Pom Klementieff, qui bossait pour le méchant, donc pour Issey Morales, pour Gabriel, qui finit par faire le bon choix, et parce que, entre-temps, Ethan Hunt a décidé de l'épargner, il l'a assommée plutôt que de la tuer, et elle va se remettre en question, et elle va décider d'aider Ethan Hunt en lui révélant la vérité sur où se trouve ce sous-marin avec l'intelligence artificielle, avec le cœur, avec la machine. Et on pense qu'elle meurt, mais en fait elle meurt pas, puisque les agents qui poursuivent Tom Cruise ainsi que Kittredge, qui se trouve à bord du train où se déroule toute la dernière partie du film, à la fin on entend son pouls bat encore, donc on sent que Pom Klementieff, voilà, elle n'est pas morte, elle va très probablement revenir par la suite, et elle fera partie de l'équipe des gentils. Donc c'est génial d'avoir fait ça, parce que Pom Klementieff, si on s'était contenté juste de lui donner 2-3 scènes d'action, c'est dommage, elle a quand même un potentiel, c'est vraiment une excellente actrice. Donc en plus de tout ça, on a des agents de la CIA, dont Shea Whigham. Shea Whigham, vous le connaissez pour l'avoir vu dans les Fast and Furious, dans Kong Skull Island. Il avait joué dans l'excellent Happiness Therapy avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. Et il a joué dans True Detective saison 1. Bref, vous le reconnaîtrez. Shea Whigham, qui donc fait un acteur un agent de la CIA qui arrête pas de poursuivre Tom Cruise, mais qui s'aperçoit qu'en fait Tom Cruise c'est pas un traître du tout. Et donc voilà, lui aussi fait partie de l'équipe des gentils. Ce sont eux qui recueillent Pom Klementieff à la fin du film. Donc tout s'est imbriqué, et surtout la fin du film n'est pas frustrante, contrairement à Fast and Furious 10. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était pas frustrant, l'action s'arrête pas en plein milieu. Fast and Furious 10, bah, vous avez des explosions, vous avez une course-poursuite et boum, ça se termine comme ça. Alors que là, on sent qu'on a quand même résolu la première partie de l'intrigue. Et on va avoir Dead Reckoning partie 2, où maintenant qu'il a récupéré la clé pour pouvoir désactiver l'intelligence artificielle,
il va falloir qu'il aille trouver cette intelligence artificielle à plusieurs centaines de mètres sous la mer. Donc dans Dead Reckoning partie 2, on aura très probablement, enfin c'est sûr et certain, on aura une partie sous-marine dans le film. Et tout le casting va revenir. Donc j'ai hâte. Le film est prévu pour 2024, sachant qu'il y a la grève en ce moment des acteurs et des scénaristes, que tout est bloqué à Hollywood. Le film va être très probablement reporté. Il est tourné à 40% environ, donc la majorité du film reste à faire. Si la grève se termine rapidement, éventuellement ça pourrait sortir dans les temps, mais j'y pense pas. Je pense qu'il y aura vraiment un report, peut-être un report de 1 an, peut-être moins. Quoi qu'il en soit, voilà. J'ai énormément hâte de voir cette deuxième partie. C'était une réussite absolue pour la première partie. Ils ont encore une fois réussi à se réinventer dans les cascades, dans la thématique, dans les personnages. Et je ne doute pas que la partie 2 sera au moins aussi excellente. J'espère que vous avez apprécié le film autant que moi. Si vous êtes sur cette partie, c'est que vous avez vu le film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je m'arrête ici, ça fait 26 minutes, plus que ce que j'avais prévu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Passez une bonne soirée. On se retrouve ce week-end pour la critique de Bird Box Barcelona ou From saison 2. Un des deux, on verra. Et la semaine prochaine, il y aura beaucoup de vidéos. Pour le coup, la semaine prochaine, il y aura au moins 3 ou 4 vidéos dans la semaine. Donc vous verrez, je vous prépare plein de bonnes choses pour cette deuxième partie du mois de juillet. Merci à toutes et à tous. Le petit pouce bleu, bien évidemment, si vous avez apprécié. Portez-vous bien et ciao tout le monde.